Mais t'es encore en train de jouer, toi? Oui, non, mais c'est ma dernière partie, après je vais travailler. C'est pas ce que tu m'as déjà dit il y a 1 heure. Et je suis en train de me préparer, après je suis on fire. Tu serais pas plutôt en train de procrastiner? Non. Non. Si, mais t'en fais pas, lâche cette manette, je vais te raconter ce que la recherche dit au sujet de la procrastination, ce que c'est, d'où ça vient et comment te sortir de ce canapé. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin et que cette vidéo a un but purement éducatif et de sensibilisation. Si vous ressentez une détresse psychologique, il ne faut surtout pas hésiter à aller voir un professionnel. Déjà, avant de parler des signes et des causes de la procrastination, commençons par définir ce qu'est la procrastination. Issu du latin procrastinatio, qui signifie remettre à demain, le mot procrastination garde aujourd'hui le même sens, celui de retarder volontairement une tâche qu'on pourrait accomplir tout de suite. Autrement dit, la procrastination, c'est le fait de repousser ce qu'on doit faire parce qu'on se sent dépassé, fatigué ou qu'on doute de soi. Ce comportement très courant touche surtout les étudiants, mais aussi beaucoup d'adultes dans leur vie professionnelle comme personnelle. Si ça vous est déjà arrivé de traîner à faire une tâche en faisant tout sauf ce que vous deviez faire, comme par exemple vous mettre à ranger des choses sans aucune raison apparente, vérifier vos mails, vous obstiner sur des détails sans importance, ou encore vous dire « j'ai le temps, je le ferai plus tard », en pensant que vous aurez largement assez le temps de tout finir à la dernière minute, eh bien, vous avez déjà procrastiné. Il faut savoir que quand on procrastine, ce n'est pas qu'on est feignant, mais juste qu'on a du mal à gérer ce qu'on ressent et ce qu'on pense sur le moment. D'ailleurs, les chercheurs disent qu'il y a plusieurs signes assez clairs qui montrent quand on commence à procrastiner. Alors déjà, le premier signe, c'est que vous n'arrivez pas à vous mettre au travail. Vous estimez mal votre temps nécessaire pour réaliser la tâche, vous repoussez en vous disant que c'est trop long, trop compliqué, ou que vous n'avez pas l'énergie ni le temps, etc. de le faire. Ce souci avec la gestion du temps est un signe important de la procrastination. Ensuite, le deuxième signe, c'est que vous avez l'intention, mais pas l'action. Vous avez le plan, vous avez la motivation, mais au moment d'y aller, votre cerveau part sur autre chose. Souvent parce qu'il est déjà surchargé, vous avez trop d'informations, trop de trucs à penser, trop de distractions autour de vous qui font que, même quand vous savez quoi faire, vous avez du mal à passer à l'action. Ensuite, un autre signe, c'est qu'on trouve toujours une raison logique pour ne pas commencer. Vous savez que vous devez le faire, mais vous vous dites « Oh, c'est pas le bon moment, j'attends jusqu'à ce que je sois inspiré » ou encore « Je bosse mieux à la dernière minute ». En fait, vous essayez de vous convaincre que repousser, c'est une stratégie pour trouver le moment idéal pour le faire, alors qu'en réalité, c'est juste de la procrastination déguisée. Un autre signe qui revient souvent, c'est quand vous vous réfugiez dans les distractions. Dès qu'une tâche vous stresse, vous partez sur autre chose. Une vidéo, une série, une partie de jeu vidéo, en vous disant que vous faites juste une petite pause ou que vous l'avez bien mérité. Et passé 1 heure, vous ne vous sentez pas si reposé que ça, juste un petit peu plus en retard. Et à ce moment-là, en réalité, c'est pas de la détente, mais plutôt de l'évitement. Un autre signe, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Vous voulez tellement bien faire que vous n'osez pas vous lancer de peur de rater ou d'être jugé. Du coup, vous restez bloqué dans la préparation au lieu de passer à l'action. Bon, ok, je me reconnais dans à peu près tous les signes, mais tout le monde procrastine un peu, non? C'est pas si grave. C'est vrai, sur le moment ça paraît anodin, mais à force, ça laisse des traces. Des traces? Mais tu veux dire quoi par là? Tant que je finis mon travail à temps, c'est pas grave. Peut-être, mais entre finir et bien faire son travail, souvent il y a un écart. Et cet écart, à force, il finit par peser. Donc, quelles sont les conséquences de tout ça? Sur le moment, procrastiner ne semble pas si grave car c'est quelque chose de banal et passager qui peut arriver à tout le monde. Mais à la longue, procrastiner peut affecter plusieurs domaines de votre vie. Le fait de procrastiner sur une tâche peut diminuer sa qualité. Par exemple, une étude effectuée avec des étudiants en programmation a montré que ceux qui attendent le dernier moment pour s'y mettre produisent souvent du code moins clair avec plus d'erreurs et des notes plus basses. Dans le milieu professionnel, ce serait assez similaire. Plus on repousse, plus la performance diminue. Que ce soit pour respecter une deadline, aider un collègue ou lancer une nouvelle idée. Certaines recherches montrent même que les personnes qui procrastinent souvent auraient tendance à gagner moins, changer plus souvent de job et se sentir moins satisfaits de leur travail. Accumuler le retard, être stressé à cause de ça, puis ne plus être motivé et perdre confiance en soi, fait qu'on est moins créatif, ce qui réduit la qualité de notre travail et on perd même le plaisir qu'on trouve à faire du travail bien fait. En plus, les retards répétés et la pression qui en découle augmentent le stress et perturbent le sommeil. Plus de 65% des étudiants déclarent ressentir des effets sur leur santé physique et mentale, comme des troubles du sommeil ou une fatigue persistante. Et en plus, la surcharge de travail pousse aussi certains à raccourcir leur temps de repos, notamment en se couchant plus tard pour rattraper le temps perdu.
La procrastination est aussi liée à des effets sociaux négatifs, isolement, solitude et retrait des relations. Ces conséquences sont particulièrement marquées chez les hommes, probablement en raison de différences dans la socialisation et la manière de chercher du soutien émotionnel. Les comportements d'évitement et la mauvaise gestion du temps peuvent accentuer le repli sur soi et réduire les interactions sociales. Selon une étude, repousser souvent ses tâches signifie qu'on a tendance à subir plus de stress et à négliger sa santé. Par exemple, on a du mal à dormir, ou alors, à force, on peut même aller jusqu'à remettre à plus tard des contrôles médicaux. Et ces observations montrent que la procrastination à long terme peut chambouler les habitudes quotidiennes et fragiliser le bien-être général. Une procrastination fréquente pourrait aussi être en lien avec un mal-être psychologique plus profond qui peut parfois inclure des pensées suicidaires. Les personnes qui repoussent souvent leurs tâches finissent par se sentir débordées, coupables ou inutiles, et cette accumulation de stress chez certains peut conduire à des pensées très sombres. Ces résultats rappellent que la procrastination persistante n'est pas anodine. Elle peut être le signe d'un épuisement émotionnel ou d'un mal-être plus profond et il est important d'en parler ou de chercher du soutien avant que ces pensées ne s'installent. Mais alors, pourquoi procrastine-t-on ? Mal gérer son temps est la raison numéro 1 selon des études. Plus de 76% de gens disent qu'ils procrastinent parce qu'ils évaluent mal le temps qu'une tâche va leur prendre ou qu'ils n'arrivent pas à prioriser. On sous-estime la durée d'un projet et on se retrouve débordé, alors on le repousse. L'endroit où on vit peut aussi avoir une influence. En ville, les sollicitations numériques sont partout. Votre téléphone sert à payer, scanner un code QR pour un menu ou un ticket de bus, chercher un itinéraire, vérifier une info, etc. À chaque utilisation, on est exposé à des notifications qui nous sortent de nos tâches. Les chercheurs soulignent que cette présence constante du numérique casse notre mode focus et incite à remettre ce qu'on fait à plus tard. A l'inverse, les zones les plus rurales offrent moins de tentations numériques, la connexion peut être plus limitée et le rythme de vie un peu plus calme. Résultat, moins d'interruptions, donc une meilleure concentration. Quand on a des projets, des cours, des dates limites à respecter, du travail et que tout semble urgent, on ne sait pas par où commencer. Résultat, on bloque ou on repousse. D'après la recherche effectuée auprès d'étudiants en université, plus on est surchargé, plus on a tendance à procrastiner. Quand tout s'accumule, on ne sait plus par où commencer, tout semble urgent, tout semble important, ça nous stresse, on fait des pauses et au final, on n'avance pas vraiment et on prend encore plus de retard. Et c'est tout à fait normal qu'on procrastine justement quand on est submergé et stressé. La fatigue joue aussi beaucoup. Quand on manque de sommeil, le cerveau devient plus lent, on a du mal à se concentrer, à s'organiser les idées, à gérer ses émotions, bref, on est moins efficace. Une étude faite avec des développeurs a montré qu'une seule nuit blanche réduisait déjà de 50% la qualité du code produit. Notre capacité à gérer et à contrôler notre attention a une influence énorme sur la procrastination. Les recherches montrent que ceux qui ont du mal à rester concentrés ou à canaliser leurs pensées remettent plus facilement les choses au lendemain. Ok, bah alors, il faut que je me couche plus tôt pour que je sois plus concentré. Donc c'est une question d'organisation, quoi. Tu sais Marco, la procrastination, ce n'est pas qu'une question d'organisation. En fait, ça commence souvent dans la tête avec la confiance en soi et c'est souvent influencé par ce qu'on ressent. Quand on a un doute sur ses capacités ou qu'on a peur d'échouer, on repousse plus facilement les tâches importantes. Plusieurs études l'ont montré, moins on croit en soi, plus on procrastine. Mais l'inverse n'est pas forcément mieux. En étant trop sûr de soi, on sous-estime la difficulté d'une tâche, on se dit qu'on a tout notre temps et on s'aperçoit trop tard que ce n'était pas le cas. La procrastination est aussi liée à ce qu'on ressent. Des chercheurs ont suivi des étudiants pendant tout un semestre et ils ont remarqué que plus on gère mal le stress, la frustration ou la peur de l'échec, plus on remet les choses au lendemain. En fait, quand ça bouillonne à l'intérieur de nous, notre cerveau préfère éviter la tâche qui nous met mal à l'aise. Le constat a été fait par exemple lors d'une recherche effectuée dans une école de médecine. Les étudiants qui doutaient beaucoup d'eux-mêmes et avaient du mal à comprendre ou à canaliser leurs émotions procrastinaient beaucoup plus que les autres. A l'inverse, une étude avec des images du cerveau ont montré que ceux qui arrivent à calmer leurs émotions négatives sont beaucoup moins sujets à la procrastination. Leur cerveau gère mieux la pression, donc ils passent plus facilement à l'action. Tout ça suggère que la procrastination est souvent un signe d'un épuisement émotionnel ou d'un stress intérieur mal géré, plutôt qu'un simple problème d'organisation. Ah ouais, je pensais pas que ça pouvait être aussi sérieux. Du coup, qu'est-ce que je peux faire contre la procrastination? Et bien ça tombe bien, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Mais avant de passer aux solutions qu'on peut mettre en place pour éviter de procrastiner, je me permets une petite pause pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici.
Comme je le disais dans la vidéo que nous avons réalisée concernant le syndrome de l'imposteur, c'est ma femme qui est psychologue qui a écrit et supervisé ces vidéos. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lui faire savoir dans les commentaires afin de la motiver à faire plus de vidéos dans ce style. Maintenant, retournons aux solutions pour essayer de combattre la procrastination. Pour commencer, les applis, les rappels ou les to-do list, ça peut marcher un moment, mais risque de ne pas suffire pour gérer sa procrastination. Plusieurs approches peuvent aider selon la recherche qui sont en lien avec la manière de gérer son temps, ses émotions et ses habitudes. Il faut savoir que le cerveau a tendance à percevoir une tâche comme plus complexe et plus longue qu'elle ne l'est vraiment. Du coup, on a souvent du mal à se lancer. Ce qui peut aider, c'est de commencer petit. L'idée est de découper une tâche en petits morceaux. Donc, par exemple, on va commencer par rassembler tout ce dont on a besoin afin de commencer notre tâche. Ou alors on va juste faire 5 minutes de brainstorming, ou encore écrire les titres d'un rapport à rédiger. Commencer par un truc simple, c'est comme désamorcer la peur de se lancer. Vous allez voir, doucement, une idée va en appeler une autre, vous inspirer un peu plus, et peut-être vous donner envie de continuer la tâche au-delà des 5 minutes. Une autre chose qui peut aider, c'est de se fixer une limite de temps. Par exemple, mettre un minuteur sur 5, 15 ou 25 minutes, et vous lancer le défi de travailler jusqu'à ce que ça sonne. Vous pouvez aussi faire l'inverse avec un chronomètre, vous lancez le chrono, et vous voyez en combien de temps vous pouvez finir votre tâche. Que ce soit pour faire une corvée du quotidien ou un petit bout d'un projet, on réalise souvent assez vite que ça prend beaucoup moins de temps qu'on l'imaginait. En bref, l'idée c'est surtout de rendre le démarrage plus facile et à force, on aura moins peur du temps que la tâche va prendre. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la planification, le découpage des tâches, la gestion du temps sont des compétences qui peuvent s'apprendre. Il existe par exemple des livres à ce sujet, ou encore vous trouverez en ligne sur Coursera, Udemy ou LinkedIn Learning des formations qui peuvent être pratiques au sujet de l'organisation du travail. S'asseoir dans une bibliothèque, un espace partagé ou un café pour travailler peut aider à se mettre au travail parce qu'on voit d'autres personnes travailler. Et quand on n'a pas la possibilité de changer de lieu, regarder des vidéos YouTube de style Study With Me peut aussi vous aider. Dans les deux cas, on n'est visuellement pas les seuls à travailler, ce qui peut être encourageant. Voir d'autres personnes concentrées peut agir comme un effet miroir et pousser naturellement à faire la même chose. Souvent, on procrastine parce qu'on ne sait pas par où commencer. Quand une tâche est trop floue, la rendre un peu plus concrète peut déjà aider. Pour cela, vous pouvez noter les étapes, regarder un exemple ou clarifier ce qu'on attend de vous. Plus la tâche devient précise, plus elle paraît faisable et moins elle fait peur. On procrastine souvent pour éviter un sentiment désagréable, comme par exemple la peur de ne pas être assez efficace, la peur de ne pas être à la hauteur, la pression qu'on se met, les doutes qui surviennent. Dès qu'on pense à la tâche à faire, on stresse intérieurement. Le cerveau cherche alors surtout à se protéger en évitant la tâche tout simplement, ce qui fait qu'on procrastine. Et donc, si on ne travaille pas aussi sur le côté émotionnel, la procrastination risque de revenir plus souvent, même avec la meilleure to-do list du monde. Plusieurs pistes peuvent alors être utilisées pour travailler sur ce qui nous préoccupe mentalement quand on est en train de procrastiner. Par exemple, dans des ateliers de gestion de stress, on peut apprendre des choses très pratiques. Comment calmer le mental quand à l'intérieur de nous on tourne en rond, comment faire descendre la pression dans le corps, comment éviter de se mettre en mode panique, ou encore comment éviter les blocages face à une tâche. On peut trouver ce style d'atelier chez certains cabinets de psychologues, psychothérapeutes, sophrologues, centres de bien-être et même dans des centres de formation. Il existe également des formations en ligne pour en apprendre plus sur la régulation émotionnelle. Les séances en individuel avec un psychologue ou un psychothérapeute peuvent aussi être très efficaces car elles sont faites sur mesure et on y apprend à s'auto-évaluer par rapport aux pensées qui nous mènent à procrastiner et à faire en sorte de les reconnaître quand elles surviennent. Apprendre la pleine conscience, donc mindfulness en anglais, peut être très utile pour mieux gérer les moments de procrastination. Le but, c'est d'entraîner son self-control, c'est-à-dire de ne pas laisser le stress prendre les commandes. La pleine conscience contient des exercices de méditation et de respiration qui peuvent s'apprendre avec votre psychologue ou encore votre psychothérapeute, et vous avez même des ateliers qui sont dédiés à ce sujet. Il y a aussi beaucoup de vidéos de formation à ce sujet, et ça vaut le coup d'en essayer plusieurs jusqu'à ce qu'on trouve celles qui nous correspondent le mieux. Dans le domaine de l'apprentissage et du travail, plusieurs études montrent que certaines stratégies réduisent clairement la procrastination. Par exemple, la space practice, c'est-à-dire le fait de faire un peu de travail chaque jour plutôt que tout d'un coup, peut aider à avancer plus régulièrement et à éviter les rushs de dernière minute. C'est là que certains outils numériques, comme les applications de suivi, les applications de rappel ou encore même les agents conversationnels comme ChatGPT, peuvent vraiment aider à rester motivé et à avancer dans nos tâches.
D'autres recherches montrent aussi que des projets bien structurés font une vraie différence. Quand on reçoit des feedbacks réguliers sur son avancement, on s'y met plus tôt, on procrastine moins et les résultats sont clairement meilleurs. Et bah du coup, je vais aller travailler. Hop, attends, j'ai encore quelques conseils pour toi. Déjà, si tu as tendance à être bordélique, commence par ranger à chaque fois que tu finis une tâche. Ça ne te prendra que quelques secondes et ça va beaucoup t'aider parce que le désordre visuel fatigue énormément le cerveau. Et ne sois pas trop dur avec toi-même si tu retombes de temps en temps dans la procrastination parce que la recherche a montré qu'être bienveillant avec soi-même permet de repartir plus vite sur de bonnes bases. Et bah merci pour toutes ces explications, mais comme tu me connais, j'ai encore quelques questions. Et je te conseille d'aller voir l'article que ma femme a écrit sur mon blog simpletechprod.com où tu retrouveras toutes les références et le tout un peu plus en détail. Mais bon, il est temps d'aller travailler Et je connais la suite. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement. et on vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.